mes liens d'intérêt. Et donc, bien sûr, le choix qui est toujours difficile. On va d'abord parler de la NAFLD. Et vous savez, plein de données épidémiologiques sont présentées en ce moment. On estime que dans le monde, il y a suivant les endroits, 20-30% de personnes qui sont atteintes de NAFLD. Et on a peu de données épidémiologiques précises, et notamment en France. Je trouve que ce travail, cette collaboration avec la cohorte Constance, qui est un échantillon représentatif de la population française, d'assurés sociaux, est un travail très prometteur. Donc là, c'est simplement le début. Vous voyez que c'est des patients pour lesquels on avait exclu ceux qui avaient l'hépatite B, l'hépatite C, une consommation excessive d'alcool. Et il restait plus de 100 000 sujets qui vont être suivis prospectivement. Et les indicateurs, pour l'instant, c'est ceux qui sont déjà prévus dans la cohorte Constance, c'est-à-dire qu'on peut calculer le Fatty Liver Index et puis comme facteur de gravité le FORNS. Et c'est vrai que là, on a un chiffre qui est de 16,7% de personnes atteintes de NAFLD dans cet échantillon représentatif de la population française, avec un taux avec le FORNS, ce qui n'est peut-être pas le test idéal bien sûr, mais de 2,6% de formes évoluées. Et en revanche, notez que déjà on voit l'influence du diabète dans cette population avec des taux de formes évoluées qui dépassent les 7%. Et puis, là, je n'ai pas fait de focus là-dessus, mais on comprend bien que le développement, le suivi prospectif de cette cohorte va donner des données sur le pronostic. Là, c'était simplement un premier travail sur les antécédents de ces patients, mais les données prospectives vont être très importantes pour nous, pour notre travail au quotidien, pour comprendre cette maladie. Alors le deuxième point concernant cette pathologie, je trouve, c'est le diagnostic, justement, avec l'utilisation des tests non invasifs qui sont difficiles à utiliser dans cette indication. Et vous savez que dans les études de phase 3, bien sûr, la biopsie reste l'élément incontournable. Alors, par exemple, le ASL recommande le FIB4, le NFS et puis éventuellement le FibroScan. Aucune société savante n'est concordante. Et puis, je vous rappelle ce travail de Jérôme Boursier qui avait comparé dans la NAFLD la valeur de tous ces tests-là pour la fibrose F3, F4. Et là, Jérôme a présenté deux travaux collaboratifs. Un premier travail qui va être la comparaison du fibromètre et de l'ELF chez des patients, plus de 400 patients, en sachant donc que dans le fibromètre, il y a notamment l'acide hyaluronique comme dans l'ELF, mais dans l'ELF, il y a également deux autres marqueurs, on va dire, un peu plus proches du caractère fibrosant. Et finalement, les deux tests sont assez comparables, complètement comparables d'ailleurs, que ça soit dans la zone grise, que ça soit pour affirmer la fibrose F3, F4 ou exclure la fibrose F3, F4. Et puis, deuxième travail qu'il a présenté, c'est le fibromètre VCTE, c'est-à-dire le fibromètre, et puis on rajoute le résultat du FibroScan, comme l'avait déjà publié Paul Callès il y a maintenant en 2013. Et finalement, il a comparé la performance de ces tests sur un peu moins de 1000 patients venant d'Angers, de Bordeaux, de Grenoble et de Toulouse. Et il montre que cela fait mieux que les tests habituels. Et surtout, c'est un élément important parce qu'il y a un algorithme que je trouve assez simple qui est proposé. Bien sûr, on verra si ça tient la route, mais c'est assez simple. On fait d'abord soit un NFS, soit le FIB4, soit le FibroScan. Et si on est dans des seuils bas, eh bien, on va directement au diagnostic d'une fibrose minime à modérée. Si en revanche on dépasse ces seuils, eh bien, on passe par le fibromètre VCTE et puis on a
un algorithme qui permet quand même de réduire l'indication de la biopsie et d'avoir une sécurité d'emploi. Et je pense que c'est une démarche qui est simple et très accessible. Alors juste un focus, parce qu'on n'a pas le temps, sur la cholangite biliaire primitive, et vous connaissez ce travail multicentrique français qui vient d'être publié dans le New England par Christophe Corpéchaud sur le bézafibrate et le bénéfice de ce traitement associé à la UDC chez les patients ayant une CBP qui ne répondait pas complètement à la UDC. Et donc le travail a été poursuivi en utilisant des scores de prédiction d'événements, que ce soit le score GLOBE ou le score UKPBC, à 12 et à 24 mois de traitement. Et bien sûr, le bézafibrate donne un bénéfice sur ces scores de prédiction d'événements, que ce soit à 12 mois, 24 mois, et avec les deux scores. Juste un point, parce que c'est une pathologie que je ne connais pas bien, même si je la rencontre parfois, enfin très rarement, c'est l'échinococose alvéolaire, et le travail que fait maintenant, que continue à faire depuis longtemps Solange Bresson au centre de référence, et qui nous montre que l'incidence des cas déclarés augmente, que la répartition géographique des cas va au-delà des zones épidémiques habituelles, et avec des cas, on va dire, autochtones, et que il y a une diminution des cas symptomatiques, peut-être parce que les personnes diagnostiquent davantage, et une augmentation des cas chez les immunodéprimés. Enfin, on va parler d'hépatite C un petit peu. Pas tellement pour les traitements. Vous savez que les traitements marchent, ils sont efficaces, ils sont bien tolérés. On va surtout parler des démarches de soins, du dépistage, du parcours de soins, de l'accès au traitement, un peu moins au suivi. Et là, il y a eu une efflorescence de travaux dans des équipes partout en France, avec des associations, avec des structures plus ou moins importantes. Et je pense que c'est vraiment très important de montrer ce vivier et ces travaux. Alors bien sûr, je ne vais pas parler de tout le monde, et je m'en excuse d'emblée. À Strasbourg, il y a des choses très intéressantes qui sont faites, avec les microstructures médicales qui sont destinées aux usagers de substances psychoactives, qui sont des structures très particulières, avec des équipes pluridisciplinaires, médecins traitants, psychologues, travailleurs sociaux, en ville, avec un lien avec une pharmacie d'officine. Et on voit que lorsqu'on parle de dépistage, finalement, sur cette étude faite sur 6 médecins généralistes, 215 usagers, quand on les forme, quand il y a un fibroscan mobile mis à disposition pendant 15 jours, vous voyez qu'il y a du dépistage et de la vaccination qui est fait. On est dans une structure particulière, on a une formation importante, c'est un travail de longue haleine qui est fait, mais vous voyez que le dépistage du virus C est important, vous voyez que même le dépistage des 3 virus est important, la vaccination n'est pas parfaite, mais c'est beaucoup plus que ce qui est fait habituellement. Et on trouve avec ce fibroscan mobile finalement plus de 10% des patients qui ont des maladies avancées du foie. Donc c'est un élément important sur comment avancer dans le dépistage. Également en Alsace, la question de l'impact de l'arrivée des antiviraux directs finalement chez les usagers de drogue injecteurs. À peu près plus de 1000 usagers de drogue, avec répartis avant et après l'arrivée des DA, avec en plus, bien sûr, c'est jamais seul, il y a toujours le programme de recherche clinique, on les accompagne, on les forme, il y a un volet éducatif, il y a un volet de soins pour les équipes aussi. Et bien, qu'est-ce qu'on voit ? Très clairement, les antiviraux directs améliorent l'accès au traitement des usagers de drogue et les taux de guérison, c'est évident. Mais il n'y a pas d'amélioration ni des pratiques du dépistage ni du diagnostic. Donc la disponibilité des médicaments ne suffit pas. Il faut travailler en amont, il faut travailler sur le dépistage, il faut travailler sur la formation, sur le parcours de soins. Ce n'est pas parce qu'on a simplement les médicaments que tout va être réglé. C'est une très belle démonstration de quelque chose que l'on connaissait.
Un autre élément, c'est les migrants. Les migrants, eh bien, j'ai pris l'exemple de Bordeaux, hein, du travail qui a été fait à Bordeaux avec de l'information sur les structures qui les prennent en charge et sur l'organisation d'un parcours de soins simplifié avec un accès rapide, notamment à la prise en charge. Quelque chose qui me frappe, mais c'est évident quand on est sur le terrain, c'est le nombre de structures impliquées, parfois petites structures, et parfois pas beaucoup de personnes atteintes de la maladie en cause. Et donc un travail, on va dire, de fourmi, hein, je ne vais pas employer le terme microstructure parce que ça a été préempté par Strasbourg, mais voilà, mais c'est un travail de fourmi avec une multitude de structures qui ont des moyens différents et qui ont des fonctions qui ont également des habitudes de travail différentes. Très clairement, Juliette Fouché, qui rapporte ce travail, met en évidence les difficultés de prise en charge de ces migrants précaires. Il y a des consultations qui sont très chargées. Il y a une augmentation du nombre des structures qui dépistent, c'est très bien. Quand on regarde la cascade, il y a encore des progrès à faire, bien sûr, hein, puisqu'il y a seulement un tiers des patients, au final, qui sont guéris du virus de l'hépatite C, malgré toute la volonté et tout l'input qui a été mis. Et puis, ce travail, hein, qui est un travail auquel nous, comme centre, on a participé, qui est un projet d'amélioration de la cascade de soins, qui a essayé de mettre en lien un peu tous les intervenants, que ce soit des structures hospitalières, mais je trouve que ce n'est pas les structures les plus importantes, c'est les structures de soins spécifiques, des unités sanitaires en détention, des généralistes, des structures d'accueil. À nouveau, une très grande diversité des structures. Au sein d'un certain nombre de départements d'Île-de-France et avec un groupe, c'est ça qui est important, je pense, de coordination et de médiation avec un investigateur, un coordinateur médical, un coordinateur social qui a un rôle majeur et des médiateurs en santé également avec des niveaux, comme vous le voyez sur la droite, des niveaux d'intervention différents. C'est des résultats préliminaires. Pour l'instant, bien sûr, on ne connaît pas les résultats définitifs et on ne peut pas mettre en évidence, on va dire, l'efficience, si on veut parler comme nos décideurs, l'efficience de ce type de projet. Mais quoi qu'il en soit, on voit déjà la cascade de soins. On voit que ces patients, si on les traite, eh bien, ils guérissent comme les autres. Et on sait déjà quels sont les facteurs prédictifs de rupture de continuité du soin, avec notamment la difficulté pour les personnes détenues et pour les personnes nées en Union européenne pour des problèmes de prise en charge administrative. Et donc, je vais arrêter là parce que finalement, il y avait plein de travaux sur ce type d'approche qui reflètent bien finalement la grande activité et la grande réactivité sur notre territoire de toutes nos équipes. Je vous remercie. Je vous remercie d'être venus si nombreux ce matin. Je voudrais remercier Laure et Philippe de leur participation et merci à la FEF d'avoir pu faire ce débrief un samedi matin.